23 000 tablements destinés aux écoles des 23 provinces que compte le Tchad ont été remis par la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno, au ministère de l'Éducation nationale. Un don réceptionné par le ministre Aboubakar Assidik Tchoroma. En mission dans le Moyen Chari, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, Mahamad Habali Salah, a réuni autour de lui les responsables à différents niveaux de la province, des sujets liés à la sécurité et au vivre ensemble au menu de son intervention. Et puis, les lauréats de l'université Mikoussi ont officiellement reçu hier leur parchemin. La cérémonie a vu la présence du ministre de l'Enseignement supérieur et son collègue de l'Éducation nationale. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. Il vous souviendra que le chef de l'État Idriss Déby Itno a rehaussé de sa présence à la 74e Assemblée générale des Nations Unies sur l'action climatique. Il a saisi cette occasion pour rappeler les engagements pris lors de la COP21 à Paris. Selon le chef de l'État, il faut soutenir les actions d'adaptation et de la résilience en faveur des populations vulnérables. À ce sujet, je vous invite à suivre cette réflexion de Numbadoumbaï Talomadi. C'est au 74e sommet de l'ONU consacré à l'urgence climatique que le président Idriss Déby Itno a saisi le ballon au rebond pour rappeler les effets négatifs du changement climatique sur le continent et particulièrement sur le Tchad. Il demande pour l'occasion des mesures plus concrètes de la part de la communauté internationale. Selon le rapport publié par l'ONU, les efforts des pays doivent être multipliés par 5 car les 5 dernières années vont constituer la période la plus chaude jamais enregistrée. Le Tchad, certes pas un pays pollueur, mais compte tenu de sa position géographique située au cœur de l'Afrique, n'est pas épargné. Pour faire face à l'urgence climatique, lors de ces sommets inédits consacrés au climat en amont de l'Assemblée générale des Nations Unies, Idriss Déby Itno plaide pour des engagements et actions accélérés dans la mise en œuvre de l'accord de Paris de 2015 et appelle à des financements accrus. Le président tchadien a rappelé les initiatives et mesures prises par son pays dans plusieurs secteurs comme l'énergie, l'agriculture et l'environnement afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Idriss Déby a également lancé un appel aux pays développés à soutenir les efforts déployés par les pays africains face au changement climatique. L'Afrique en général et le Tchad en particulier, ne contribuant presque pas ou très faiblement aux émissions de gaz à effet de serre, souffre de ce phénomène. L'intérêt que son pays porte à la question repose sur des actions de résilience. Depuis la tribune des Nations Unies, le président appelle à un engagement responsable afin de renforcer la préservation et garantir le cadre de notre vie. La dégradation de l'environnement est un fait avéré. Il constitue une menace que nous devons d'affronter conjointement, précise Idriss Déby Itno. Le pays de Toumaï, particulièrement exposé à de nombreux aléas climatiques les plus fréquents et les plus destructeurs, comme les sécheresses et les inondations, s'alarme le président Idriss Déby Itno, pointant du doigt une pluviométrie rare qui impacte négativement les activités agricoles des populations rurales et la disponibilité des ressources en eau dans l'ensemble du territoire. Ces événements climatiques sont pour la plupart inhabituels et risquent de se multiplier et s'intensifier à l'avenir, relève le chef de l'État Idriss Déby Itno. Idriss Déby Itno souhaite que le sommet débouche sur des engagements concrets en vue d'accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris. Le changement climatique constitue une grave menace et leurs conséquences s'avèrent déjà désastreuses sur la vie de nos communautés. Les pays du Sahel subissent de plein fouet les conséquences du changement climatique sans être responsables. Le chef de l'État Idriss Déby, très inquiet pour l'avenir de son pays, a averti que les pays les moins développés sont non seulement les plus menacés par les dérèglements climatiques, mais aussi les moins à même de faire face seuls à la menace. L'impact du changement climatique est déjà durement éprouvé dans tous nos pays et spécialement dans le mien, vu la dégradation des sols cultivables, des sécheresses récurrentes et le tarissement du lac Tchad. Au cours de son séjour à New York aux États-Unis, la première dame Hinda Déby Itno a eu un agenda chargé. Le 23 septembre dernier, elle a pris part à une rencontre de plaidoyer organisée par l'ONG américaine She Decide. Le sujet abordé relatif à l'autonomisation de la femme. Un reportage signé Ibrahim Adamamat. She Decide. Elle décide.
C'est cette ONG américaine au nom évocateur qui a organisé le 23 septembre dernier à New York une rencontre de plaidoyer qui a regroupé plusieurs femmes leaders, mais aussi la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, toujours portée vers ce qui élève la femme. She Decide est un mouvement mondial de personnes physiques et morales qui luttent pour soutenir la cause de la femme. La rencontre de plaidoyer du 23 septembre a été consacrée au respect et à l'autonomisation de la femme, notamment son accès aux services de soins de santé, à l'éducation et aux moyens de production desquels dépend son autonomisation économique. La première dame Hinda Déby Itno et tous les participants sont unanimes que la femme doit décider de ce qu'elle sera sa vie. Pour cela, elle doit avoir un certain niveau d'éducation et surtout avoir une autonomie financière pour se prendre en charge. C'est ces combats que la première dame du Tchad mène chaque jour aux côtés des chefs de l'État pour que la femme tchadienne puisse devenir une vraie actrice du développement. Toujours à New York, où il a participé à la 74e Assemblée générale de l'ONU, le ministre tchadien des Affaires étrangères, Chérif Mohamed Zen, a pris part à plusieurs rencontres. Il nous tire ici le bilan d'une rencontre où il plaide pour que le Tchad soit retiré de la liste des pays à risque et soutenu dans sa lutte contre Boko Haram. Suivez. Nous avions évoqué au cours de notre entretien la question de la présence du Tchad sur la liste des pays à risque. Et certainement, j'ai tenu à réitérer la préoccupation de plusieurs autorités du Tchad par rapport à cette question. Et il convient de rappeler que la question a été également abordée lors de la rencontre entre son Excellence, Monsieur le Président de la République et le secrétaire général. J'ai exprimé une fois de plus la disponibilité du Tchad à travailler en étroite coopération avec les Nations Unies pour que le Tchad puisse quitter cette liste le plus rapidement possible. J'ai trouvé en tout cas une attention assez soutenue de la part de mon interlocuteur et qui semble exprimer également son soutien par rapport à cette question parce qu'il est difficile de comprendre que le Tchad qui apporte un soutien à tous les pays voisins menacés par Boko Haram ne soit pas sur la liste et que le Tchad se retrouve sur cette liste avec des pays où il y a sérieusement des difficultés. Nous avions prouvé que de notre côté, tout est mis en œuvre pour que le Tchad se retire. Parce que s'il y a des efforts à fournir de notre côté au plan sécuritaire pour répondre aux critères d'évaluation des Nations Unies, nous sommes prêts à le faire, mais nous ne pouvons plus continuer à accepter que le Tchad puisse figurer sur cette liste pour des raisons qui ne nous semblent pas assez convaincantes. Parce que jusqu'à ce jour, depuis ma rencontre avec l'ensemble des représentants des agences du système des Nations Unies à N'Djamena, au cours de laquelle je leur ai demandé de nous fournir là où ils estiment qu'il y a des failles. Et jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore de réponse. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'arguments valables qui puissent justifier le maintien du Tchad sur cette liste. La cour du gouvernorat de la ville de N'Djamena a servi de cadre ce matin à la remise officielle de 23 000 tables bancs destinées aux écoles des 23 provinces que compte le Tchad. C'est la présidente de la Fondation Grand Cœur, la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, qui a officiellement remis ces tables bancs au ministre de l'Éducation nationale, Aboubakar Assidik Tchoroma. Un reportage signé Nasson Ouditi. Après les enseignants exerçant dans le supérieur, le primaire, le secondaire et la maternelle, qui ont bénéficié gracieusement de plus de 10 000 verres correcteurs à travers la caravane de correction visuelle organisée par la Fondation Grand Cœur, c'est au tour des élèves de bénéficier de la largesse de la Fondation Grand Cœur à travers l'opération Table Banc. Ce samedi 28 septembre, 23 000 tables bancs
sont offerts par la Fondation Grand Cœur que préside la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno. Les 23 provinces du Tchad recevront chacune 1000 tables bancs. Très enthousiasmés, les élèves, premiers bénéficiaires de cet acte de bienfaisance de la Fondation Grand Cœur, ont accueilli sa présidente fondatrice par un chant de remerciement. Viva Madame Hinda Déby. Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djiber Younous, a au nom de sa population et plus particulièrement des élèves et parents d'élèves exprimé toute sa reconnaissance à la Fondation Grand Cœur et à sa présidente fondatrice, Hinda Déby Itno. La remise des tables bancs à quelques heures de la rentrée scolaire est une bouffée d'oxygène pour nos élèves, nos enseignants et les parents d'élèves que nous sommes. Car personne n'ignore le manque d'équipement, notamment les tables bancs qui sont des accessoires indispensables pour le confort de nos élèves. Aussi, je tiens au nom de la population de la province de N'Djamena, dont je suis le gouverneur, et plus spécialement au nom des parents d'élèves, des enseignants et surtout des élèves bénéficiaires qui sont comblés, de remercier et marquer notre gratitude à son Excellence, la présidente de la Fondation Grand Cœur. Je m'engage à assurer personnellement la répartition dans l'équité et la transparence de ces mobiliers et garantir leur destination et leur conservation. Tout élève régulier passe 5 heures par jour en classe. Les éducateurs assurent que l'école est la seconde maison de tout enfant après celui de ses parents. Mariam Abdoulaye Hissène, de la classe de CM1 à l'école La Réussite, a dans une motion de remerciement exprimé toute sa gratitude à la Fondation Grand Cœur au nom de ses camarades de la ville de N'Djamena, bénéficiaires de 1000 tables bancs. Le chef de département de l'éducation, Aboubakar Assidik Thioroma, déclare pour sa part que ces gestes de la Fondation Grand Cœur revêtent toute son importance. Nous assistons aujourd'hui à la remise officielle de 23 000 tables bancs offerts par la Fondation Grand Cœur. Et il ne s'est fait aucun doute que l'opération soutenant l'école tchadienne de la Fondation Grand Cœur se matérialise et nous en sommes fiers. Il convient de dire que cette remise de tables bancs tombe à point nommé au moment où le constat sur le terrain montre que une place à 6 tables bancs est partagée par 3 élèves en moyenne. Les tables bancs que nous bénéficions aujourd'hui seront fournis à l'ensemble du pays, soit 1000 tables bancs pour chacune de nos 23 provinces du pays. Ces gestes louables soient-ils, grand sera aussi l'effet de l'utilisation qui sera faite des tables bancs mises à notre disposition. Car doter une école de tables bancs contribue à améliorer les conditions d'apprentissage des enfants et par ricochet les conditions d'acquisition des connaissances. À travers la dotation des écoles en table banc, les familles en seront également soulagées à tous les niveaux. Nous disons merci à toute l'équipe de la Fondation Grand Cœur et à sa présidente, Madame Hinda Déby Itno, première dame de la République du Tchad. La présidente de la Fondation Grand Cœur prend place sur un table-banc avant de remettre officiellement l'échantillon au ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Assidik Thioroma. Cette remise officielle de 23 000 bancs n'aura pas été possible sans la contribution des opérateurs économiques, sociétés, banques et personnes de bonne volonté. À tous ces bienfaiteurs, la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur leur a remis une attestation de reconnaissance. L'opération Table Banc n'étant qu'à sa phase embryonnaire, la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Itno, lance un appel à toutes les bonnes volontés qui veulent bien adhérer à cet élan de générosité en faveur de l'école tchadienne. Nous, on a besoin vraiment de ce soutien. Ensemble, on est encore plus fort, on peut aller plus loin, on peut faire beaucoup de choses. Merci aux donateurs.
En remettant de manière symbolique cet échantillon de table au ministère en charge de l'éducation, nous ne douterons pas un seul instant de leur répartition équitable dans les provinces et de leur utilisation à bon escient, a déclaré la présidente de la Fondation Grand Cœur. Suivez. Nous osons croire qu'avec la contribution de la Fondation consistant à améliorer les conditions d'apprentissage de nos enfants, celle-ci pourra booster leur intelligence et leur capacité de réussite, afin que les résultats annuels soient encore des meilleurs. C'est le lieu de remercier les partenaires de la Fondation Grand Cœur, en général, et ceux qui n'ont jamais cessé d'appuyer la Fondation dans ses nobles actions en faveur de l'épanouissement des jeunes et des élèves en particulier. Nous saisissons cette opportunité pour lancer un vibrant appel à toutes les bonnes volontés qui veulent bien adhérer à cette dynamique, puisque l'opération n'est qu'à sa phase de lancement et qu'elle doit se poursuivre chaque année pour doter progressivement l'ensemble de nos établissements scolaires publics en table-banc. Il n'y a pas de plafond fixé pour cette opération sociale et humanitaire. Chacun pourra y contribuer selon ses moyens et son élan de générosité. Distingués invités, mesdames et messieurs, toujours dans sa quête pour l'amélioration des conditions d'études et d'apprentissage de nos enfants, la Fondation Grand Cœur, en plus de l'opération Table-Banc, a initié pour la rentrée scolaire 2019-2020, au profit des préscolaires et scolaires, le projet Soutenons leur premier pas à l'école. Ce projet vise la distribution de plus de 50 000 kits aux enfants faisant leur entrée à la maternelle ou au CP1. L'objectif principal de cette action, que nous attendons mener dans les prochains jours, est de parvenir à l'accroissement significatif du taux de scolarisation des enfants. Cet engagement de la Fondation, aux côtés du gouvernement, prend en compte non seulement la promotion d'un système éducatif efficace et efficient, mais œuvre beaucoup plus pour une école républicaine, formant des cadres compétents et dévoués à la cause de la patrie. Pour finir, je voudrais paraphraser le président en feu Nelson Mandela d'Afrique du Sud, qui, parlant de l'éducation, disait, je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. » Et je dirais pour ma part que l'éducation est la clé de voûte du développement. C'est par l'éducation et c'est par elle seule que nous pourrions lutter contre la pauvreté, les inégalités sociales et construire les bases d'une croissance économique forte. Toujours en ce qui concerne la Fondation Grand Cœur, une équipe en mission à Fada dans l'Enedi Ouest a organisé un atelier de formation sur les techniques des activités agricoles au profit des groupements féminins. Mohamed Suleiman. La Fondation Grand Cœur ne cesse d'apporter son soutien à la gente féminine. Une fois de plus, les femmes de la province de l'Enedi Ouest bénéficient de la formation sur la technique des activités agricoles et la commercialisation des produits agricoles sur l'initiative de la dite fondation. Ceci leur permettra d'être autonomes. Objectif recherché par la première dame Hinde Debi Itno, Madame le point focal de la Fondation Grand Cœur. Par ailleurs, première adjointe au maire de la ville de Fada, Fatouma Younous, a saisi l'opportunité pour produire des sages conseils aux bénéficiaires. Elle leur a demandé de suivre le bon exemple des autres groupements féminins qui ont bénéficié de l'assistance de cette fondation. Dans le même sillage, le chef de mission de la Fondation Grand Cœur, Hamid Djumine Djouma, a relevé que l'autonomisation des femmes tchadiennes est l'une des préoccupations de la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinde Debi Itno. Pour ce faire, la première dame Hinde Debi Itno entend former ses sœurs à se prendre en charge. Le préfet du département de Fada a rendu un hommage mérité à la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinde Debi Itno. La formation qui nous réunit en ce moment, les gens quittent pour aller dans l'Europe pour se former, c'est beaucoup d'argent. Mais la formation est revenue pour nous donner ça sur place ici, gratuitement. Il y a lieu pour nous d'acclamer très fort pour la première dame Hinda Debi Itno qui ne cesse de penser à nous. Hinda Debi Itno. Elle doit mériter notre confiance parce qu'elle veut faire tout pour redonner espoir à ces sœurs que vous êtes. À l'issue de cette formation, ces femmes seront dotées de matériel
qui leur permettront de mettre en pratique les connaissances acquises lors de cette formation. En mission dans le Moyen-Chari, le ministre délégué à la présidence en charge de la défense nationale, Mahamat Abali Salah, s'est rendu dans la localité de Sandana. Sur place, le ministre a transmis un message sur le vivre ensemble et évoqué plusieurs sujets liés à la sécurité. On fait le point avec Aman Issakazina. Le village Sandana, dans le canton Koumogo, département du Barko, accueille la toute première visite de son histoire. Le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général des corps d'armée Mahamat Abali Salah. Celui-ci est accompagné du chef d'état-major général des armées, premier adjoint Djimadoum Tiraina, du directeur général de la gendarmerie nationale, du commandant de la garde nationale et nomade du Tchad, des responsables généraux des grandes formations militaires, de la directrice générale adjointe du ministère de l'administration du territoire Amina Koudiana et de plusieurs députés de la province. Sur place, toutes les sensibilités de la localité ont répondu présent pour écouter le conseil et le message de consolation du ministre Mahamat Abali Salah. Un message que le sous-préfet de Koumogo, Mia Idriss, demande à la population de prêter une oreille attentive. Par la voix des parlementaires de la province, le député Roma Dungar Félix Nialbe a exprimé sa préoccupation quant au climat d'insécurité qui menace la tranquillité dans cette partie du pays. Au nom du chef de l'État Idriss Déby Itno et au nom du gouvernement tchadien, Mahamat Abali Salah a présenté ses sincères condoléances aux différentes familles victimes de cette cruauté. Le ministre trouve aberrant que les concitoyens s'entretuent au vu et au su des hommes censés instaurer la quiétude. Il affirme sans embâche que les responsables en charge de la sécurité ont tout simplement failli et que les mesures justes seront prises pour situer la responsabilité de chacun. Et comme les civils détiennent des armes de guerre, un comité de désarmement sera mis sur pied pour mieux éviter ce bain de sang, informe Mahamat Abali Salah. À ceux qui continuent de cacher leurs armes, le ministre avise que toute personne surprise avec une arme de guerre sera arrêtée et envoyée à la prison de Korotoro en vue de répondre de ses actes. Aux Tchadiens venus de la RCA, le ministre a été très ferme et clair. Vous aviez fui l'insécurité qui prévaut de l'autre côté de la frontière pour vous retrouver au Tchad, votre mère patrie. Néanmoins, il ne faudrait pas que votre présence constitue une source d'insécurité. Les mauvaises habitudes, elles, doivent être abandonnées et tout acte susceptible tendant à menacer les bons vivres sera sévèrement puni, a-t-il martelé. Mahamat Abali Salah a profité de l'occasion pour féliciter les différents responsables traditionnels pour leur esprit de sagesse ayant abouti à un dénouement heureux de ces conflits intercommunautaires. Des conseils et orientations que le chef de canton de Koumogo, Romneli Marcel, rassure traduire dans les faits pour une lutte sans calcul contre les habitués fauteurs de troubles. Peu avant de rebrousser chemin, le ministre de la Défense, Mahamat Abali Salah, a rencontré à Sar les différents responsables administratifs, politiques, religieux et chefs traditionnels. Il les appelle à jouer leur rôle et à accompagner les forces de défense et de sécurité dans leur mission. Suivez. Aujourd'hui, nous sommes avec vous. Vous savez que les structures de l'administration en général, que ce soit au niveau de l'armée, la sécurité, services administratifs ou même traditionnels, c'est un mécanisme, c'est une machine qui doit tourner ensemble, c'est-à-dire c'est complémentaire. L'un ne peut pas bien fonctionner sans l'autre. Même si ça fonctionne, je dis bien, l'un ne peut pas bien fonctionner sans l'appui de l'autre. Même la nouvelle équipe qui doit être installée ne peut pas réussir sa mission sans votre contribution. Il se peut qu'il peut y avoir des manquements au niveau de l'administration, au niveau des services de sécurité, mais nous sommes là pour veiller à ce que les hommes qui sont sur le terrain, c'est des hommes loyaux qui font leur mission, que nous les souhaitons avec la justice, avec l'équité et un travail bien fait. Mais vous êtes les représentants de la population, vous devrez apprécier à leur juste valeur et puis accompagner, les informer. Nous avons mis l'accent surtout sur le désarmement. Vous savez que ce qui fait qu'aujourd'hui, à chaque fois il y a un conflit intercommunautaire, le nombre de morts
augmente, c'est parce que les gens aujourd'hui ne se battent pas avec nos armes blanches d'habitude. Aujourd'hui, les gens ont des mitrailleuses, des armes, ce qui fait que le nombre de morts augmente. Donc, nous avons pris des initiatives ici pour qu'une équipe de désarmement sera mise en place dans les jours à venir. Ils vont procéder à récupérer les armes détenues par les civils et ils seront jugés conformément à nos textes. Parce que nos actions d'ordre sécuritaire ne varient pas avec l'état d'urgence. C'est-à-dire, on n'est pas seulement de travailler, désarmer seulement les provinces qui sont en état d'urgence. Non. Nos forces de défense, nos structures de sécurité de la défense doivent travailler chaque jour. Donc, le désarmement que nous avons annoncé, que le chef de l'État a annoncé lors de son déplacement à Bécha, avant l'état d'urgence, c'était une décision, une instruction sur l'ensemble du territoire. Et nous agissons dans ces cadres. Donc, vous, autorités traditionnelles, vous allez contribuer, vous allez accompagner ces gens-là pour désarmer la population. Et puis, suite à l'effondrement d'un site d'orpaillage de Kouri-Bougoudi dans le Tibesti, ayant causé la mort de 52 personnes et fait plusieurs blessés, le ministre de la Justice chargé des droits humains, Jimé Arabi, et le chef d'état-major général des armées Tahir Erda Taïro sont descendus sur le terrain. Adef Amat Benrama. 22 septembre a été fatal pour les orpailleurs clandestins du site de Kouri-Bougoudi dans le Tibesti, à l'extrême nord du Tchad, malgré l'interdiction de l'orpaillage par le gouvernement. L'éboulement d'une partie du site a fait 52 morts, un chiffre provisoire, puisque la recherche se poursuit dans les décombres, et 37 blessés, dont 21 graves. Sous l'effet de l'exploitation abusive, les rochers sont devenus très épais et peuvent s'effondrer en moindre geste. Préoccupé, le gouvernement a dépêché sur place une mission. Le ministre de la Justice chargé des droits humains, Jimé Arabi, et le chef d'état-major général des armées, le général Tahir Erda Taïro, viennent d'effectuer une descente sur le terrain pour toucher du doigt les réalités. Face à cette perte en vie humaine, ils ont exprimé les vives compassions du gouvernement, fait les constats avant de prendre des mesures qui s'imposent. Après cet incident, les orpailleurs clandestins se trouvant à une distance de la zone se sont constitués en comité pour soit enterrer les corps ou procéder à la recherche d'autres encore sous les décombres. Les forces de défense et de sécurité, elles, étaient également de la partie pour sauver ce qui peut l'être. Après ces échanges et les constats, le ministre de la Justice chargé des droits humains a exprimé les préoccupations du gouvernement. Face à cette situation, je pense que si le gouvernement avait interdit l'orpaillage clandestin, c'est pour éviter ces risques. Malheureusement, les orpailleurs n'ont pas entendu ce message-là et ils persistent, malgré que les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité font la patrouille. Ils viennent très tard la nuit du côté de la Libye pour venir creuser les trous pour essayer de chercher de l'or. Malheureusement, il y a eu éboulement et il y a eu des morts que nous déplorons. Donc, au nom du gouvernement, c'est tout le peuple tchadien qui est en deuil. Nous lançons vraiment un appel à tous ces orpailleurs qu'ils attendent, parce que le gouvernement est en train d'organiser. Il est en train d'organiser le comptoir pour que les gens puissent avoir des autorisations pour venir faire la recherche de l'or. Pour le ministre de la Justice, une enquête judiciaire sera ouverte pour déterminer l'origine exacte de cet éboulement. Je suis venu avec le procureur de la République près le tribunal de Faya, avec des OPJ de la SNRJ qui sont venus constater, vont ouvrir une enquête pour essayer de déterminer les responsabilités. Le chef d'état-major général des armées, le général Tahir Erda Taïro, a été on ne peut plus ferme. Personne ne doit circuler sur le site, a-t-il instruit les forces de défense et de sécurité à qui il demande d'appliquer à la lettre la mesure prise par les plus hautes autorités. À quelques mètres du lieu de la catastrophe, la délégation du ministre de la Justice et du SEMGA s'est rendue sur les sites où sont enterrées les victimes de l'éboulement. Une prière
pour le repos de leur âme a été dite par les autorités. Une enquête judiciaire est donc ouverte pour déterminer l'origine de l'incident. Pour l'instant, la situation est sous contrôle total du gouvernement. De Kouri Bougoudi, Adef Ahmad Ben Rahman. Dans la province de Silla, plus de 1000 armes récupérées par la commission de suivi de l'état d'urgence ont été présentées au gouverneur Kedala Younous à midi. Ben Arabi Abderrazak. C'est une véritable poudrière, 1041 armes, dont 12 bazookas, 6 RPK, 19 G3 et autant de munitions récupérées des mains des civils ont été présentées aux autorités de la province. Selon le coordonnateur du comité chargé de suivi des activités de l'état d'urgence, le général Mohamed Souleyman, ces armes sont regroupées sans incident. Aujourd'hui, on a montré notre capacité dans 2 semaines. La population apprécie les efforts fournis. Les armes appartiennent aux militaires, pas à la population civile. Donc, une population qui détient une grande quantité des armes, vraiment, ça c'est un danger pour la population. J'apprécie toujours fortement les désarmements qui ont été faits par nos forces de défense et de sécurité. Et ils veillent toujours sur nos sécurités. Le Tchad a besoin de la paix et de la sécurité. Mais tant que les citoyens détiennent des armes, il n'y aura plus de sécurité. Nous sommes toujours dans l'insécurité. Et alors, nous avons constaté qu'il est normal la décision du chef de l'État de faire le désarmement auprès de la citoyenne tchadienne. Et précisément dans notre province, Silla. Pour le gouverneur Kedala Younous Hamidi, le résultat est appréciable, mais il en faut plus pour assainir la province. Je vous exhorte à continuer avec le même courage, la même ardeur et la même détermination, car ce résultat est certes appréciable, mais il n'en demeure pas moins que c'est une goutte d'eau extraite d'un océan. À noter que cette opération intervient à 2 semaines de la prorogation de l'état d'urgence. Je le disais au sommaire de ce journal, les lauréats de l'université Mikoussi ont officiellement reçu leur parchemin. Hier, c'était au cours d'une cérémonie qui a vu la présence du ministre de l'Enseignement supérieur, David Oudengar, et son collègue de l'Éducation nationale, Aboubakar Assidik Choroma. Les détails avec Apolline Gani. Ils sont au total 674 étudiants de toutes filières confondues à recevoir leur parchemin des mains du ministre de l'Enseignement supérieur. 3 en master et 18 meilleurs étudiants de chaque département. Il s'agit des sages-femmes, des journalistes, des greffiers, des infirmiers, des administrateurs et autres, sortis de 14 nationalités formés à l'université Mikoussi. Cette cérémonie est la première du genre célébrée au stade Idriss Mahmad Ouya. C'est dans une ambiance bon enfant avec les artistes nationaux que les autorités, parents et amis sont venus se réjouir avec les étudiants. Le président du comité d'organisation, Beassoum Kazmir, a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités du pays pour toutes les marques d'attention sans lesquelles cette cérémonie ne pourra avoir lieu. Très émus, les lauréats donnent leur témoignage. À partir de vous, nous avons appris la persévérance, l'audace et l'amour du prochain. Cette formation pratique ferait des citoyens honnêtes qui vont servir la patrie et non se servir. Avoir un diplôme est une très bonne chose. Mais les justifier par une formation solide à la base est fondamental. Le recteur de l'université Mikoussi a pour sa part indiqué que la création de cette université a pour vocation de former des diplômés capables de se lancer dans le marché de l'emploi. Globalement, le résultat, qui est de l'ordre de 75%, est satisfaisant. Et nous tenons à remercier les doyens et sur le département de ne ménager aucun effort pour mourir ces jeunes ici présents. Le président du conseil d'administration de l'université Mikoussi a fait l'historique de la création des universités au Tchad. Appelé au départ l'université du Tchad,
Elle sera plus tard rebaptisée Université de N'Djamena en 1994. L'Université de Moundou, avec qui nous avons une étroite collaboration, verra le jour en 2002 et l'Université Adam Barka d'Abéché suivra en 2003 pour ne citer que celle-là. On compte plus d'une dizaine d'établissements publics du supérieur avec ces réalisations spectaculaires du gouvernement tchadien. Nous devons célébrer l'académie. Le recteur de l'université de Moundou a rappelé que l'ouverture des universités au Tchad est favorable à l'innovation des enseignements supérieurs privés de qualité. C'est le lieu ici de féliciter l'université Émile Kouzi pour son classement parmi les meilleurs établissements du secteur privé, supérieur privé. Ceci démontre son ambition de se placer en levier incontournable du développement socio-économique du pays. Ces étudiants de la 6e promotion ont été baptisés éméraudes de la 4e République. L'université Emikoussi continue d'enregistrer des accords de coopération avec d'autres universités nationales et internationales. À cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur a relevé que l'université Emikoussi s'est fixé de grandes ambitions pour être accréditée par le CAMES et par conséquent, elle doit être une université de référence. Un extrait de ses propos. C'est ici le lieu de présenter mes encouragements à l'université Emikoussi ainsi qu'à un certain nombre d'établissements supérieurs privés pour l'effort qu'ils ont consenti en répondant aux exigences académiques requises. Et nous demanderons à ceux qui voudraient accompagner le gouvernement dans cette politique de formation de qualité de nos jeunes de se conformer aux règles prescrites régissant l'ouverture et le fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur privés. Comme vous le savez tous, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, attache une importance capitale à l'amélioration du système éducatif tchadien, car l'avenir de ce système en dépend. Ce souci se traduit dans le public, entre autres, par la mise en place du fonds Confofor qui a permis à un certain nombre d'enseignants, de centres de Master 2, de préparer et de soutenir leur thèse. À l'université Emikoussi, vous avez acquis des connaissances et des compétences professionnelles extrêmement performantes. Vous avez ainsi obtenu un titre qui vous permet d'entrer dans le monde du travail avec un bagage solide d'instruments cognitifs qui feront de vous, j'en suis sûr, des professionnels très appréciés. Les exemples que nous avons vus tout à l'heure montrent bien la qualité de formation que vous avez reçue. L'engagement, la ténacité, le dévouement et je pense aussi l'enthousiasme dont vous avez fait preuve tout au long de ces années d'études, quelquefois accompagnés de découragement, privation, sacrifice, toujours dépassés, appellent aujourd'hui ce jour de fête. Fin de la mission de vulgarisation de la politique nationale genre dans la partie méridionale du pays. Une mission conduite par la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale à Koumra. La ministre a présidé la cérémonie de remise de 100 hectares de terre au groupement féminin. Abdelhadji Mohamed Saleh, Babayaro. Venues des quatre coins de la province du Mayo-Kébi-Ouest, ces femmes des différentes organisations féminines de la dite province, sorties massivement ce vendredi pour prendre part à la cérémonie officielle de réception des terres en faveur des femmes rurales de la province du Mayo-Kébi-Ouest et la campagne de vulgarisation de la politique nationale genre sous les regards du ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Dr Jalal Arjun Khalil et les autorités locales. Le secrétaire général de la province du Mayo-Kébi-Ouest représentant le gouverneur souligne pour sa part que cette cérémonie est le fruit de la campagne de sensibilisation en faveur des autorités locales et les femmes rurales dans les domaines du foncier. Le cri du cœur lancé par nos sœurs rurales du Mayo-Kébi-Ouest en vue d'obtenir des terres pour des exploitations à des fins économiques a retenu notre attention. Sans la terre comme moyen de production octroyé aux producteurs ruraux, il serait difficile de parler de sécurité alimentaire et malnutrition
et nutritionnelle inscrite au centre de la politique du développement prônée par son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, pour répondre aussi aux besoins spécifiques de ces femmes. Aujourd'hui, 100 hectares de terre sont mis à la disposition des organisations de femmes productrices et dynamiques pour des exploitations à des fins économiques. La ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale a énuméré plusieurs sujets en faveur de la femme. La remise officielle des terres aux organisations féminines de Mayo-Kébi-Ouest, à laquelle nous procédons aujourd'hui à Palan, est le résultat de la campagne nationale de plaidoyer pour un cadre sans fin avec les femmes rurales. C'est à juste titre que la première dame du Tchad, Tinde Déby Itno, a pris à bras le corps la question de l'accès des femmes rurales à la terre et au crédit potentiel qu'elle a personnellement lancé le 7 octobre 2017, qui occupe une place dans le plan national de développement et les engagements internationaux auxquels notre pays s'est engagé. Les techniciens de services de cadastre doivent commencer dès aujourd'hui à faire des levées topographiques pour définir le plan cadastral. Concernant la violence basée sur le genre, la situation est préoccupante au Tchad. Arjun Jalal Khalil exhorte les femmes des différentes organisations féminines à bien exploiter les 2 sites octroyés par les autorités locales de la province du Mayo-Kébi-Ouest. Le délégué général auprès de la commune de N'Djamena, Djibril Younous, a officiellement installé hier les nouveaux délégués provinciaux de l'économie et de la planification, de la santé publique, de l'environnement ainsi que des finances et du budget. Les détails avec Moussa Mboudou Abdoulaye. La délégation générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena a de nouveaux délégués provinciaux pour la cité capitale. Il s'agit du délégué de l'économie et de la planification, de la santé publique, de l'environnement et des finances. La cérémonie d'installation a été présidée par Djibril Younous, délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena. Avant de passer le flambeau, la déléguée provinciale de la santé publique sortante, Dr Anigué Iredian, a au nom de ses collègues invité ses anciens collaborateurs à consentir les mêmes efforts pour relever les défis de l'heure. Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena appelle au travail. Le reste est à vous de prendre ce relais, de suivre également le chemin tracé par vos prédécesseurs afin que vous puissiez accomplir convenablement votre mission. Désormais installé, le nouveau responsable des services déconcentrés par la voix de leurs collègues des finances et du budget, Ahmad Senoussi, disent avoir mesuré les charges qui pèseront sur leurs épaules. Toutefois, ils comptent sur le concours de tous. Et puis le chef de mission du cadre national de dialogue politique a présenté au délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena les membres de la sous-CENI de la ville de N'Djamena et ceux des communes d'arrondissement. Ali Mahamad Bello nous en parle. Voici les membres de la sous-CENI de la ville de N'Djamena et ceux des communes d'arrondissement. Ce vendredi, sous l'œil bienveillant de l'assistance, le chef de mission du cadre national de dialogue politique, Badono Daïgou, les présente au délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djibril Younous. Et comme l'occasion en vaut la chandelle, Djibril Younous affiche dans la foulée sa volonté à les accompagner dans leur mission. Nous savons tous, N'Djamena est l'une des grandes villes et l'une des provinces qui a plus d'électeurs que les autres provinces de notre pays. Et là, la mission, elle est difficile. Mais avec ces hommes et ces femmes choisis, et je pense que nous allons les encadrer, les accompagner. Voilà, ça se concrétise. Le Tchad avance de plus en plus vers les élections. À la prochaine étape, ces membres de la sous-CENI de la ville de N'Djamena et ceux des communes d'arrondissement vont tous prêter serment devant la Cour suprême. L'inspecteur général adjoint des finances, Loukman Mustafa Hissène, a fait une déclaration ce matin. Une déclaration en relation avec les résultats d'une mission de contrôle et de vérification effectuée par la direction de la solde suite au constat d'une augmentation de la masse salariale. Nous l'écoutons.
en date du 5 septembre 2019, à l'initiative de Monsieur le ministre des Finances et du Budget, une mission de contrôle et de vérification a été diligentée pour la circonstance par l'Inspection générale des finances à la direction de la solde à l'effet de procéder à un contrôle. À cet effet, la mission a constaté des pratiques anxieuses occasionnant une augmentation mensuelle de la masse salariale. Il s'agit, entre autres, de rappels de primes injustifiés, de rappels de salaires injustifiés, de réhabilitation injustifiée des agents suspendus par la mission de l'audit de diplôme, de modifications d'indices salarial. Il faut aussi noter que ces rappels indûment perçus ne concernent que le mois d'août 2019. Suite à ce constat, des mesures conservatoires ont été prises, entraînant immédiatement la suspension de l'ex-directeur de la SOL de ses fonctions ainsi que de ses complices. Aussi, des poursuites judiciaires sont d'ores et déjà entamées afin de situer la responsabilité de chaque agent impliqué dans cette affaire. Le délai de contrôle retenu dans le cadre de cette mission n'étant pas totalement épuisé, vous serez informé des autres cas de dérive qu'elle aura constatés. L'Inspection générale des finances, dans sa mission régalienne visant à protéger les ressources de l'État, met en garde tous les agents qui s'adonnent à des pratiques contraires à l'orthodoxie financière. La directrice générale du ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Fatima Ibrahim Nakour, a présidé la journée de réflexion sur le positionnement des femmes sur les listes électorales au Tchad. On en sait plus avec Falambi Soulgan. Déterminé à accompagner la femme dans la gestion des affaires publiques, le gouvernement et ses partenaires au développement multiplient des stratégies afin que la femme participe activement à toutes les sphères de décision. C'est dans ce sillage que le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale et le cabinet Tchad Consulting organisent cette journée de réflexion sur le positionnement des femmes sur les listes électorales. La directrice des cabinets de Tchad Consulting, Genje Liliane, exhorte les participantes à dégager de manière objective les stratégies nécessaires qui vont susciter des candidatures féminines aux prochaines échéances électorales. La directrice générale du ministère de la Femme se réjouit de cette initiative et invite les participantes à développer des stratégies au bonheur des femmes. Je voudrais à cet instant précis remercier et féliciter le cabinet Tchad Consulting d'avoir initié ce cadre de réflexion qui permettra sans nul doute aux partis politiques de la majorité comme ceux de l'opposition et à la société civile de réfléchir sur les stratégies au sein des partis politiques afin de susciter les candidatures féminines et de positionner stratégiquement la femme sur les listes électorales. Aussi, j'affirme que les résultats de cette journée de réflexion permettront aux femmes de briser certaines barrières qui les empêchent de s'impliquer activement à la vie politique. Au cours de cette journée, les participantes vont réfléchir autour des thèmes, le concept lié au positionnement de la femme, le rôle et la responsabilité des femmes candidates. La journée de réflexion sur le positionnement des femmes sur les listes électorales au Tchad a été rendue possible grâce à l'appui financier de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Dans la province du Lac, le gouverneur Adam Noki Charfadine a installé le nouveau préfet de Kaya. La cérémonie d'installation s'est déroulée à Bagasola. Mamata Mboudoumi. Le département de Kaya a comme chef-lieu Bagasola est situé au sud-ouest de la province du Lac, où sont basées un grand nombre de forces mixtes et multinationales, ainsi que des forces de défense et de sécurité. Dans son discours bilan, le préfet sortant Ahmad Mohamed Hindi a souligné que des importants efforts ont été déployés en matière de sécurité ainsi que de développement socio-économique avec l'appui des ONG partenaires du gouvernement intervenant sur le terrain, et il a appelé ses anciens collaborateurs à aider les nouveaux chefs du département dans l'accomplissement de sa mission. Le gouverneur de la province du Lac, Adam Noki Charfadine, a exhorté le nouveau préfet à accomplir valablement sa lourde et exaltante mission, celle de relever les défis sécuritaires et économiques. Vous êtes désormais dépositaire de l'autorité de l'État dans votre ressort territorial.
Désormais, tous les services déconcentrés, militaires, civils, implantés dans votre département relèvent de votre responsabilité. Nommé par décret numéro 1546 du 17 septembre 2019, le nouveau préfet du département de Kaya, M. Dumouya Soapebe, a tout d'abord exprimé sa reconnaissance et gratitude au chef de l'État pour la confiance placée en sa modeste personne en le nommant à la tête du département et se dit résolument engagé pour accomplir sa mission. Il faut en faire rappeler que le nouveau préfet du département de Kaya a occupé plusieurs fonctions dans le commandement territorial, dont la plus récente est secrétaire général de la province du Lac. Restons dans nos provinces, dans le Wadaï précisément, où une campagne de sensibilisation sur la cohabitation pacifique a été lancée par le gouverneur Ramadan Erdebou. Compte rendu Mahamat Alamine Tajadine. Initié par les femmes pour la paix de la province du Wadaï, le lancement de cette campagne a été marqué par une série d'interventions. Au nom des organisatrices, Mariam Ali Izerik a rappelé le rôle de la femme dans la cohabitation pacifique et la vulgarisation de la culture de la paix dans tous les milieux de la province. Elle a également signifié que la femme est la principale victime des conflits. Mariam Ali Izerik a été soutenue dans ses propos par Aïcha Hijab, Aïcha Dambarka, Amkalsoum Hamdan et Sadi Algoni. Toutes ces intervenantes ont demandé aux couches socio-professionnelles de la province du Wadaï d'œuvrer pour la paix et la stabilité. Au nom des communautés vivant dans le premier arrondissement, d'autres intervenants se sont exprimés en langue locale pour expliquer le risque des conflits intercommunautaires et mentionner les vertus de la paix pour un pays comme le Tchad. Le gouverneur de la province du Wadaï, qui a officié la rencontre, a salué le courage et l'abnégation des femmes pour la paix. Ramadan Erdebou a fait remarquer ensuite que la femme est une actrice de la paix et de la cohésion sociale. Il a exhorté les initiatrices de cette campagne en faveur de la cohabitation pacifique à persévérer pour convaincre les communautés à s'accepter afin de participer valablement au développement de la province et du Tchad dans son ensemble. Pour le gouverneur, l'école est un moyen efficace de brassage entre les jeunes et de lutte contre la violence. C'est pourquoi Ramadan Erdebou a invité l'assistance à accorder de l'importance à l'éducation des enfants et celle des filles en particulier. Ramadan Erdebou a averti que le mariage d'enfants est interdit. Le gouverneur a signifié aussi que les filles ont droit de poursuivre leurs études pour mieux s'épanouir et servir la société. Le nouveau délégué provincial sanitaire du Bata, Dr Faxia Eli, a pris service. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique, Mohamed Taher Djebouinalour. Par décret numéro 1529 signé le 12 septembre 2019, Dr Foxia Eli est nommé délégué sanitaire provincial du Bata en remplacement du Dr Ismaël Bahar Bachar, promu au poste de directeur au ministère de la Santé publique. Le sortant a dans son discours bilan mis son successeur dans les bains des particularités et des contraintes que présente le secteur de la santé dans cette province, notamment au niveau de la couverture sanitaire, avant de demander à ses anciens collaborateurs de garder le même élan de motivation avec son successeur. Après avoir mis l'accent sur les parcours professionnels du nouveau délégué, le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique, Dr Mohamed Hamid Ahmad, a rappelé à celui-ci ses nouvelles responsabilités. En installant le nouveau délégué sanitaire du Bata, la représentante du gouverneur, en l'occurrence la préfète du Bata Ouest, Fatime Boukar Kosei, souligne que le parcours riche du docteur Foxia Eli rassure du dynamisme qu'il apportera à cette délégation pour améliorer la santé de la population de cette province. Le délégué entrant, docteur Foxia Eli, s'est dit comblé et appelle d'ores et déjà ses collaborateurs au travail, surtout au travail bien fait. Signalons que la délégation sanitaire provinciale du Bata compte 7 districts. Elle est subdivisée en 102 zones de responsabilité, dont 81 seulement fonctionnelles. Une journée de sensibilisation sur le mariage précoce et les 4 trop, entendez grossesses trop tôt, trop tard, trop rapprochées et trop nombreuses, a été lancée dans le département de Aras Albiar. C'est une initiative du médecin chef de district de Massaguette. Reportage Mbaïta Jimel Clémence. Cette journée de sensibilisation des femmes du département de Aras Albiar est axée sur le mariage précoce et les 4 trop, à savoir la grossesse trop tôt, trop tard, trop rapprochée et trop nombreuse.
À travers cette sensibilisation, les membres du groupement des femmes dénommé Altalmia de Massaguet rural et urbain veulent outiller les femmes sur leurs conditions de natalité. C'est une initiative du médecin-chef de district de Massaguet, Jafar Mahamat Dibrin, et le groupement de l'Union des femmes Altalmia de Massaguet rural et urbain, représenté par sa présidente Sakina Ali Adam Nimir, en collaboration avec le ministère de la Santé publique. Cette cérémonie a vu la présence des autorités civiles, militaires, des associations, des chefs de quartier et bien d'autres invités. Les organisateurs invitent les femmes de la localité à mettre en pratique les conseils reçus lors de cette rencontre. Ils ajoutent que la santé de la mère et de l'enfant est une affaire de tous afin de diminuer le taux de mortalité. Occasion pour le secrétaire général du département de Haras Al-Biyar, Abakar Haroun Hassan, représentant le préfet, de présenter ses gratitudes aux organisateurs pour le choix porté sur son département. L'ONG Bureau d'appui santé environnement entreprend une campagne de sensibilisation sur la santé maternelle, infantile et néonatale dans les communes du 8e et 10e arrondissement de la capitale. Cette campagne est axée sur la fréquentation des services de santé, la planification familiale et la lutte contre la mortalité maternelle, infantile et néonatale. Un reportage signé Mahamata Oumar Moursala. L'ONG Base, à travers son projet santé urbaine de N'Djamena, sensibilise la population de la commune du 8e arrondissement sur la fréquentation des services de santé, la consultation prénatale et postnatale, l'accouchement assisté et la planification familiale. Une campagne qui, selon la maire de la commune du 8e arrondissement, Fatime Yaya Abdoulaye, nécessite une synergie d'action. Même message dans la commune du 10e arrondissement. Dans cette commune, la sensibilisation est axée sur l'espacement des naissances, les difficultés liées à l'accès aux services de santé, l'insuffisance des centres de santé et les dangers des médicaments de la rue. Le projet veut que toute la population du 10e arrondissement soit sensibilisée sur les différents thèmes, la fréquentation des centres de santé, l'accouchement assisté, la planification familiale, sans oublier la consultation prénatale et la consultation postnatale. Le médecin-chef du district de N'Djamena Sud invite les femmes enceintes à fréquenter les services de santé. Quand on est malade, la première des choses, c'est de décider de la maison pour aller dans un centre de santé. Et dans le centre de santé, vous recevrez les premiers soins. Et si cela suffit pour guérir votre maladie, vous rentrerez à la maison. Le maire deuxième adjoint de la commune du 10e arrondissement, Ahmad Issa, apprécie à sa juste valeur cette initiative et rassure apporter son soutien total pour la promotion de la santé, de la reproduction infantile et néonatale dans la commune du 8e et 10e arrondissement. Clôture du colloque sur les politiques publiques et la participation citoyenne, une initiative du CEFOD et qui a pour objectif de faire l'état des lieux de la participation citoyenne aux politiques publiques au Tchad. Garcetti Aimé. Les panélistes se sont penchés sur les questions liées aux défis de la participation citoyenne à l'action de développement au Tchad. Au cours de ce débat fructueux, les intervenants ont apporté des solutions aux problèmes liés à la pauvreté par la responsabilisation des citoyens dans la gestion des ressources de leurs régions respectives. Le chef d'équipe secteurs sociaux, gouvernance et économie de l'Union européenne, Frédéric Materne, souligne qu'il s'agit d'offrir aux citoyens les moyens d'une vie de qualité parfaite. Pour le directeur général du CEFOD, son vœu est de mettre en œuvre au niveau local des cadres de concertation pour la création des mécanismes en vue de résoudre les problèmes de la bonne gouvernance. Le directeur général à l'économie, Oulé Djonkamla, estime que les questions de l'inclusion au colloque sont des préoccupations réelles du gouvernement. Le colloque se termine, mais les fruits sont là. Les actes de ce colloque seront publiés. Nous attendons avec impatience ces fruits pour les consommer. Déjà,
La préoccupation du gouvernement tchadien demeure celle d'apporter des solutions idoines aux problèmes de développement de nos populations. Dans la perspective de contribuer à la promotion de la bonne gouvernance initiée par le CEFOD à travers le projet Action Gouvernance Inclusive au Tchad, parrainé par le ministère de l'économie, ce colloque sur les politiques publiques et la participation citoyenne permettra de prendre en compte les préoccupations identifiées à l'échelle nationale lors de ces assises par des cadres, des experts aux profils variés pour partager leurs expériences sur la thématique. Et puis dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la rage, les agents de la santé animale ont vacciné ce matin dans le 7e arrondissement des chiens et des chats. Ceci dans le but d'accompagner le gouvernement dans sa politique d'éliminer la rage à l'horizon 2030. Koussanda Djaoyang Nadej. La rage, une maladie aussi vieille que le monde, fait toujours des victimes. Étant une maladie zoonose d'origine virale chez les animaux domestiques tels que le singe, le chien et les chats, elle se transmet de l'animal à l'homme par la morsure ou le change de la muqueuse et de la peau lésée. Ainsi, pour lutter contre cette maladie qui fait plus de 95% de décès dans le monde, dont l'Afrique et l'Asie sont les plus touchés, selon l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement et ses partenaires sont à pied d'œuvre pour faciliter l'accès aux vaccins et promouvoir des soins appropriés aux victimes. Pour y arriver, une sensibilisation de la population s'impose. Aujourd'hui, que chaque minute qui passe, une personne meurt de rage. Dans nos différents villages, dans nos villes, tout le monde connaît qu'est-ce que la rage. Ça a tué un de nos parents, ça a tué un de nos amis, et chacun est au courant de la maladie, la rage. Sauf que c'est une maladie qui est négligée. Justement parce que ailleurs, les gens se sont levés pour lutter contre cette maladie efficacement. Il y en a qui ont même éradiqué déjà. D'autres sont sur le point d'éradiquer. Mais ici au Tchad, on traîne encore. Les gens n'ont pas perçu la lutte contre la rage. Pour éradiquer ce fléau jugé incuratif, doivent s'y mettre afin de mettre en déroute la rage à l'horizon 2030. En religion, les pèlerins chrétiens tchadiens visitant Terre Sainte de Jérusalem en Israël sont de retour depuis hier au pays. Familles et amis les ont accueillis à l'aéroport international Hassan Jamous de N'Djamena. Aram Abdelkader. 24 pèlerins chrétiens tchadiens de retour de la Terre Sainte, Jérusalem, la capitale d'Israël, 10 jours de prières et de communion, de foi et de louanges pour manifester leur croyance. Constater le lieu où Jésus-Christ est né, là où il a donné la parole de Dieu aux hommes, et partout là où il a opéré des miracles, depuis Nazareth, sa ville où il a grandi, et nous sommes venus à Jérusalem. Nous avons visité les lieux où il a rencontré les gens, il a toujours donné la bonne nouvelle aux gens, et là où il a subi sa passion, il a été crucifié, il était enseveli. Tous ces lieux, nous avons visité. Dès leur retour, les pèlerins se sont rendus à l'archevêché de N'Djamena pour un temps de prière. Durant ce pèlerinage, qu'il vous garde toujours sous sa protection. Amen. Il a voulu rassembler dans le Christ Jésus ses enfants dispersés, qu'il vous donne d'être désormais une seule âme et un seul cœur. Amen. Dans sa bienveillance, il vous a donné de vouloir et d'accomplir ce pèlerinage, qu'il ajoute à votre piété sa bénédiction. Amen. Et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Durant leur séjour en Israël, les 24 pèlerins ont passé 4 jours de communion à la tombe de Jésus-Christ avant de quitter Jérusalem pour le pays. Dans la commune du 8e arrondissement, 17 lauréats de la première promotion du centre Ansar Assouna ont été honorés. Une grande cérémonie a été organisée à cet effet. Kalia Daoudna.
Ils ont passé 10 ans pour apprendre le Saint-Coran. Le module de la formation porte sur les sciences islamiques basées sur le programme Al-Idkhan, ce qui leur donne le titre d'imam. Un titre qui fait d'eux des prédicateurs habilités à prêcher et à propager la doctrine de la communauté Ansar Sunna selon les préceptes de l'islam. Les attestations marquant la fin de leur formation leur ont été remises en présence des fidèles et dignitaires religieux du centre Ansar Sunna Muhammadiyya. Les lauréats ont tenu à remercier le centre pour son appui et de l'encadrement et s'engagent à être des hommes au service de la religion musulmane. Le président du groupe Ansar Sunna au Tchad, Cheikh Yahya Ibn Khalil, par ailleurs l'un des formateurs, a félicité ces jeunes pour leur endurance et assiduité durant la phase de la formation. Il les invite à être des modèles tels que l'islam leur recommande. Volet sport à présent, sachez que Tout-Puissant et l'Export a joué un match de haut niveau hier à Tunis. Malgré un parcours appréciable, les électriciens s'inclinent devant les Tunisiens sur un score de 2-1. Innocent Kilayo. Tout-Puissant et l'Export étaient à un pas d'entrée dans l'histoire du football africain hier soir à Tunis. Le club tchadien qui a tenu en échec le double tenant du titre de la Ligue des Champions au match aller à N'Djamena est passé de tout près à côté d'un grand exploit. Les poulains de Oumar Francis sont les premiers à mener les joueurs du grand club tunisien Espérance de Tunis au score. Un but marqué avant la mi-temps par le puissant attaquant Hassan Brahim. Les Tchadiens vont tenir ce score qui élimine Espérance de Tunis jusqu'à la 63e minute avant de se faire rattraper au score. Et comme les grands clubs ne se font pas éliminer facilement, Espérance de Tunis va bénéficier de la largesse des arbitres. Les Tunisiens marquent un deuxième but sur une position d'hors-jeu. Tout-Puissant et l'Export s'inclinent difficilement devant le double tenant du titre. Le club tchadien qui a tenu tête au grand club tunisien n'est pas totalement éliminé des autres compétitions africaines. Et l'Export peut être reversé dans les huitièmes de finale de la Coupe de la Confédération. L'ensemble de l'équipe de l'Export mérite d'être apprécié par rapport à ce parcours aussi atypique. Une bonne note également à Oumar Francis, le jeune entraîneur de Tout-Puissant et l'Export, qui par son charisme et sa détermination a pu mettre sur pied une équipe compétitive. Cette équipe a réussi à perturber la hiérarchie. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci pour votre fidélité et très bonne suite de programmes sur Télé Tchad.